Chunk One. Il n'y a de la place que pour un seul guitariste dans ce groupe et c'est moi. Alors pourquoi vous ne partez pas tous? Le film The Dirt de Netflix a fait passer Motley Crue pour d'adorables fauteurs de troubles, mais ils ont caché les vérités les plus sombres. Le film a effacé une mort qui a hanté Vince Neil pendant des décennies. Ils ont dissimulé des arrestations pour violences domestiques et un scandale impliquant des cassettes volées qui ont rapporté des millions. Tommy Lee ne s'est pas contenté de faire la fête. Il est allé en prison pour suragression. Le groupe ne s'est pas contenté de se battre contre les maisons de disques. Ils ont renoncé à 10 millions de dollars dans un pari désespéré. La véritable histoire est bien plus sombre que ce qu'Hollywood voulait vous montrer. Le film Netflix The Dirt a fait passer les débuts de Motley Crue pour un conte de fées sauvages, mais la vérité était bien plus chaotique et intense. Le 17 janvier 1941, Nikki Sixx n'a pas rencontré Tommy Lee par hasard. Il avait déjà vu le groupe de Tommy, Sweet Nice Neuve, jouer en direct au Whiskey A Go Go à Los Angeles. Tommy n'était pas qu'un gamin avec des baguettes. Il jouait dans des clubs depuis des années et était déjà connu sur Sunset Strip. Nikki avait un plan. Il a organisé une réunion sérieuse avec Tommy dans un restaurant de coin sur Burbank et Lancashire. Il a présenté l'idée d'un nouveau groupe fou avec du feu, du maquillage et de la folie. Tommy était intéressé, mais il ne voulait pas trahir ses camarades de groupe actuels. Leur premier jam n'était pas magique comme le montre le film. Il s'est terminé par une dispute et presque une bagarre à propos des styles de batterie. Après la séparation de Sweet Size Neuve, il y a même eu des problèmes juridiques concernant leur équipement, et Tommy s'est retrouvé au milieu de tout ça. Rien de tout cela n'a été intégré au film. L'histoire de Vince Neil a également été modifiée. Le film le montrait en train de se produire à une pool party en chantant une chanson qui n'était même pas encore sortie. Dans la vraie vie, Tommy Lee a repéré Vince en train de se produire avec son groupe Rock Candy au Starwood Club en 1951. Ce club était rempli de vrais fans de rock et de groupes comme Van Halen et Quiet Riot. Tommy et Vince étaient allés au même lycée à Covina, donc Tommy savait déjà qui était Vince. Il ne l'a pas juste rencontré par hasard lors d'une fête dans le jardin. Le vrai moment s'est produit sous les feux de la rampe, pas au bord d'une piscine. Chunk 2. Lorsque Vince a finalement accepté de passer une audition, cela ne s'est pas fait non plus de façon décontractée. C'était dans un minuscule garage, pas de piscine, pas de soleil, pas de bêtises. Il a chanté des reprises d'AC/DC et a tapé toutes les notes. C'est qui a convaincu le groupe. Ils avaient déjà renvoyé leur premier chanteur, un gars nommé Odin Peterson, qui, selon eux, ressemblait trop à un hippie. Il avait même enregistré les premières démos. Vince a écouté ces démos avant de décider de donner une chance au nouveau groupe. Mais même après avoir réussi l'audition, Vince n'a pas simplement sauté le pas. Il voulait 1000 $ d'avance. C'était une somme énorme en 1941, surtout pour 3 musiciens fauchés. Nikki Sixx était furieux. Il a dit que si Vince prenait l'argent et s'enfuyait, il y aurait l'enfer à payer. La dispute est devenue si vive qu'ils ont pensé que cela pourrait s'effondrer avant même que cela ne commence. Mais Vince a vu la chance de quitter Rock Candy, qui devenait mou, et de prendre un risque sur ce nouveau groupe. À cette époque, la petite amie de Vince le suppliait de ne pas se joindre. Elle avait entendu parler du comportement sauvage du groupe. Elle avait peur de la consommation d'héroïne de Nikki et du chaos entourant Tommy et Mick. Elle a averti Vince qu'ils étaient dangereux, et elle avait raison. Peu de temps après, le groupe a commencé à devenir incontrôlable avec de la drogue, des arrestations et de la destruction. En 1944, Vince allait avoir un accident de voiture en état d'ébriété, tuant son ami Razzle Dingley de Hanoi Rocks. L'avertissement de sa petite amie est devenu réalité. Le film saute la longue poursuite. Tommy a dû supplier Vince pendant des mois de se joindre. Vince a dit non encore et encore. Il ne leur faisait pas confiance. Ils avaient l'air Aloïse Sasselouche. Mais quand
Rock Candy a finalement éclaté, Vince n'avait pas d'autre groupe. Il a cédé. Si cela ne s'était jamais produit, Mötley Crüe n'aurait peut-être pas existé. Le film donne également l'impression qu'Elektra Records s'est présenté et a signé le groupe instantanément. Chunk 3. Mais Tom Zutaut, le gars de l'ANR, les a en fait poursuivis pendant des mois. Cela a commencé en avril 1982, lorsqu'il a vu une énorme file d'attente devant le Whiskey A Go Go et que le panneau disait « Mötley Crüe complet ». Il a vérifié leur album chez Lori's Pizza, un magasin de disques qui avait des mannequins tenant leur couverture et des chaînes, des fouets et même des sous-vêtements d'une fille avec qui Vince venait d'être. Zut a prétendu qu'il était d'Elektra et s'est se frayer un chemin dans le club. Cette nuit a tout changé. Le 4 août 1982, le groupe a donné un énorme spectacle au Santa Monica Civic. Plus de 3500 personnes étaient présentes. Ils ont mis le feu à leurs instruments et ont déclenché 32 bombes fumigènes pendant la chanson « Knock 'Em Dead, Kid ». C'est alors qu'Elektra est finalement devenu sérieux. Mais même alors, Mötley Crüe n'agissait pas comme des enfants désespérés. Ils dirigeaient déjà leur propre label, Lether Records. Le 10 novembre 1941, ils avaient sorti eux-mêmes 900 exemplaires de Too Fast for Love. En janvier 1982, ils avaient un accord avec Green World Records et avaient impressé 20 000 exemplaires de plus. Ils en ont vendu tellement si vite que les maisons de disques n'ont pas pu les ignorer. Virgin Records leur a même offert 100 000 $ avec 10 000 $ en espèces d'avance, mais le groupe a refusé. Ils ne voulaient pas travailler avec une entreprise basée dans une autre ville. Ils ont choisi Elektra pour moins d'argent parce que c'était à Los Angeles. Ils étaient intelligents. Ils étaient des arnaqueurs. Avant le contrat d'enregistrement, ils gagnaient de l'argent grâce au merchandising bootleg. Ils vendaient des gants, des affiches et tout ce qu'ils pouvaient, par correspondance et lors de concerts. Un magasin de disques a même peint le visage de Vince sur le mur. Leur manager, Alan Kaufman, a hypothéqué sa maison 3 fois et a dépensé 300 000 $ de son propre argent juste pour maintenir le groupe en activité. Rien de tout cela n'a non plus été intégré au film. Et puis sont venues les batailles avec le label. Elektra a déclaré que le mix original de Too Fast for Love n'était pas assez bon. Ils ont fait venir un producteur de renom, Roy Thomas Baker, qui avait travaillé avec Queen. Vince a dû réenregistrer toutes les voix dans une maison sur Sunset Drive. Ils ont supprimé des chansons comme Stick to Your Guns et Toast of the Town à cause de problèmes de droits d'auteur et de publication. Nicky ne voulait pas que des gens comme Kim Fowley ou Rodney Bingenheimer gagnent de l'argent grâce à eux. Chunk 4, le label voulait un son plus propre. Le groupe voulait le contrôle. Cette tension a commencé avant même que l'encre ne sèche. Leurs spectacles ont également continué à causer des problèmes. Le jour de l'Halloween en 1982, lors d'un spectacle au Concord Pavilion, la combinaison de Nicky a pris feu après avoir touché une bougie. Les pompiers ont dû se précipiter sur scène. Ils ont écopé d'une amende de 1 000 $. Le soir du Nouvel An, le 31 décembre 1982, ils ont écopé d'une autre amende de 1 000 $ pour avoir tiré des mortiers pyrotechniques de 20 pieds à l'intérieur du Santa Monica Civic. Ils s'en fichaient. Ils ont continué à le faire. Tom Zutaut a dû soudoyer les propriétaires de clubs juste pour les laisser jouer parce que tant de lieux voulaient les interdire. Le 8 décembre 1944, Vince Neil a pris le volant après avoir bu beaucoup trop. Son taux d'alcoolémie était de 0,17, ce qui était 70% au-dessus de la limite légale à l'époque en Californie. Il n'était pas seulement éméché, il était beurré. Et pourtant, il a quand même attrapé les clés de sa flamboyante Dotunso Pantera rouge orangée pour faire un petit voyage pour acheter plus d'alcool. Il a fini par rouler à toute vitesse à travers Redondo Beach à 65 km/h, dans une zone où la limite de vitesse n'était que de 25.
Alors qu'il essayait de contourner un camion de pompiers stationné, il a perdu le contrôle. La voiture s'est écrasée violemment. Ni lui ni son ami Razzle ne portaient de ceinture de sécurité. C'était le pire moment possible parce que ce jour-là était aussi le tout premier jour de la Semaine nationale de sensibilisation à la conduite en état d'ébriété en Amérique. En quelques secondes, ce qui aurait dû être un court trajet s'est transformé en un moment qui a brisé de multiples vies à jamais. Razzle, dont le vrai nom était Nicholas Dingley, n'avait que 24 ans. Il était le batteur du groupe de rock finlandais Hanoi Rocks. Il est mort sur le coup. Ses blessures à la tête étaient si graves que les médecins ont dit qu'il était probablement mort au moment de l'impact. Il a été déclaré mort à 19h12 au South Bay Hospital. Lorsque la voiture s'est écrasée, son corps a volé sur les genoux de Vince, entouré de bouteilles d'alcool brisées. Vince l'a tenu pendant qu'il mourait. Mais Razzle n'était pas la seule victime. Dans l'autre voiture, Lisa Hogan, 18 ans, a subi des blessures massives. Chunk 5. Son cerveau était si gravement endommagé qu'elle a fini dans le coma pendant un mois et a ensuite développé des crises psychomotrices. Ses 2 jambes et un bras étaient cassés. L'autre passager, Daniel Smithers, 20 ans, a également subi des lésions cérébrales permanentes et une jambe cassée. Leurs vies ont été changées en un instant. Aucun d'eux ne se remettrait jamais complètement. Après l'accident, les choses sont devenues encore plus étranges. Vince s'est enfui de la scène pendant un court moment avant de revenir. Les gens à proximité ont dit qu'il riait, mais ce n'était pas par cruauté. C'était le genre de rire qui vient d'un choc total. Dans son propre livre, Vince a dit plus tard que tout semblait irréel. Il se souvenait avoir tenu Razzle et avoir vu les bouteilles d'alcool éparpillées partout. Un des policiers a dit qu'il sentait seul l'alcool et Vince a admis que bien sûr qu'ils en sentaient. Razzle avait tenu un plein de bouteilles sur ses genoux. Vince a dit qu'il se sentait étourdi, comme s'il était dans un film sans son. Il a été arrêté au poste pour conduite en état d'ébriété et homicide involontaire. Mais la partie qui a choqué tout le monde est venue ensuite. Il a été libéré sous caution de seulement 2500 $ pour avoir tué un homme et blessé de façon permanente 2 autres personnes. C'est tout ce qu'il a eu à payer pour se promener librement ce soir-là. Près d'1 an plus tard, en septembre 1945, Vince Neil s'est présenté au tribunal en attendant sa punition. La plupart des gens s'attendaient à quelque chose de grave. Mais le juge Edward Hines Jr. lui a donné seulement 30 jours de prison. Et Vince n'a même pas fait tout temps. L'État n'en a fait que 15 jours à cause de sa bonne conduite. Il a également eu 5 ans de probation et a dû faire 200 heures de travaux d'intérêt général. Le seul vrai coût financier a été un paiement de 2,6 millions de $ aux victimes et à la succession de Razzle. Mais même cela est venu avec un piège. Le juge a laissé Vince reporter son séjour en prison afin qu'il puisse partir en tournée avec Mötley Crüe pour gagner l'argent. Vince a dit plus tard qu'il était juste heureux de pouvoir prendre soin des victimes. Mais la façon dont il l'a dit, « Si je ne suis pas sur la route, je ne peux pas gagner d'argent », sonnait froidement, comme si la tournée était plus importante que la justice. En fin de compte, tout cela a envoyé un message qui a choqué le public. Quank, c'est ça. Si vous étiez riche et célèbre, même tuer quelqu'un en conduisant en état d'ébriété ne signifiait pas de vraies conséquences. En 1997, Mötley Crüe a pris une décision que presque aucun groupe n'oserait jamais prendre. Elektra Records leur devait 12 millions de $, de l'argent qu'ils auraient pu prendre et avec lequel ils auraient pu partir. Mais ils ne l'ont pas fait. Au lieu de cela, ils ont renoncé à 10 millions de $ de cet argent afin de reprendre le contrôle de leur propre musique. Ils ont renoncé à une fortune au milieu de leur point le plus bas juste pour posséder leurs enregistrements originaux. Leurs managers et leurs avocats pensaient que c'était de la folie, mais le groupe s'en fichait. Ils faisaient assez confiance à leur manager, Alan Kovacs, et ils croyaient que leur musique vaudrait plus un jour.
Ils ne voulaient pas seulement de l'argent maintenant. Ils voulaient le pouvoir plus tard. À l'époque, cela ressemblait à une mauvaise décision. Leurs ventes d'albums s'étaient effondrées. Vince Neil était parti. Leur tournée avec John Corabi avait échoué. Elektra avait dépensé entre 40 et 50 millions de dollars en s'attendant à des succès. Mais quand Vince a été remplacé, le label a prononcé une phrase froide. « Pas ce pourquoi nous avons payé ». Leur album de 1994 a à peine été disque d'or. La tournée a été un gâchis. John Corabi l'a admis plus tard, sans embâge. La tournée a été un désastre. Personne n'est venu. Personne ne s'en souciait. C'est ce qui a déclenché toute la crise. Elektra avait perdu la foi. Mötley Crüe avait perdu son élan. Et l'argent s'épuisait rapidement. Les choses ont empiré au point que Nikki Sixx, le fondateur et principal compositeur du groupe, a dû mettre en gage ses propres instruments, juste pour payer ses factures. Il est passé de jouer dans des stades à se demander comment il allait garder les lumières allumées. C'était la réalité au milieu des années 90. Il ne s'agissait plus de célébrité ou d'art. Il s'agissait de survie. Et ce désespoir l'a fait se battre plus fort. Chunk Setter. Il se fichait de ce que disaient les avocats. Il voulait le contrôle du catalogue du groupe, quoi qu'il en coûte. Alors, ils ont élaboré un plan. Si Elektra ne voulait pas les laisser partir, il rendrait la vie insupportable jusqu'à ce que le label abandonne. Selon des personnes proches de la situation, le groupe s'est donné pour mission de devenir le pire groupe auquel Elektra ait jamais eu affaire. Ils arriveraient en retard, lanceraient des disputes, ignoreraient les appels et rendraient tout difficile. C'était une guerre lente et douloureuse, et ça a marché. Elektra a finalement cédé juste pour se débarrasser d'eux. Ils sont partis, mais surtout, Mötley Crüe est reparti avec leur master. Ils étaient désormais l'un des seuls grands groupes au monde à posséder à la fois leur édition et leur musique. Cela a tout changé. Ils ont créé leur propre label appelé Mötley Records. Ils se sont associés à Beyond Music. Ils avaient le plein contrôle, et quand Vince Neil est revenu en 2000, ils étaient prêts. Leur tournée de retrouvailles a été financée par leur propre musique, pas par un label, pas par un prêt. Ils avaient construit leur propre moteur financier en utilisant le catalogue pour lequel ils s'étaient tant battus pour récupérer. Cette seule décision en 1997 de renoncer à 10 millions de dollars a fini par être la chose la plus intelligente qu'ils aient jamais faite. En décembre 2021, ils ont vendu leur catalogue musical à BMG pour 150 millions de dollars. Chaque membre du groupe a reçu 37,5 millions de dollars. Cela signifie que leur sacrifice de 10 millions de dollars s'est transformé en un gain de 140 millions de dollars. C'est un rendement de 1400% sur leur risque. Ils n'ont pas seulement survécu, ils ont gagné. Mais pendant que tout cela se passait sur le plan commercial, leur vie personnelle s'effondrait. Surtout Tommy Lee. Le soir du Nouvel An en 1995, il a rencontré Pamela Anderson dans une discothèque alors qu'il était sous ecstasy. Il ne lui a pas serré la main. Il lui a léché le visage du menton à la tempe. Chunk 8. Ils ont parlé au téléphone pendant 6 semaines. Puis, sorti de nulle part, Tommy s'est envolé pour Cancun où elle travaillait. Ils se sont rencontrés en personne et en 96 heures, il a fait sa demande en utilisant sa bague d'auriculaire. Ils se sont mariés le lendemain sur la plage, le 19 février 1995. Pas de bague, juste des tatouages des noms l'un de l'autre sur leurs doigts. Leur lune de miel finirait par devenir l'un des plus grands scandales de la décennie. Leur sextape privé a été volé en 1996 et vendu en ligne. Elle a rapporté plus de 75 millions de dollars au cours de sa première année. Mais Tommy et Pamela n'ont jamais vu un seul dollar. En 2002, ils ont chacun reçu 740 000 dollars par un tribunal, mais il était trop tard. La société responsable avait déjà fermé ses portes. Son propriétaire s'est enfui à Bangkok pour échapper aux enquêtes du FBI. Le mal était fait. Leur cassette était devenue l'une des vidéos les plus piratées de l'histoire. Puis est venu le point de rupture. Le 24 février 1998,
Tommy a été arrêté à leur domicile de Malibu après avoir prétendument donné un coup de pied à Pamela alors qu'elle tenait leur bébé. Il a été accusé de violence conjugale criminelle. Les accusations de maltraitance envers les enfants ont été abandonnées plus tard, mais les dégâts n'ont pas pu être effacés. Pamela a demandé le divorce 2 jours plus tard. Au tribunal, Tommy a plaidé sans opposition. Il a été condamné à 6 mois de prison, à 3 ans de probation, forcé à suivre une thérapie de gestion de la colère, a reçu l'ordre de rester à 100 mètres de Pamela et a été interdit de boire ou de consommer des drogues. Le rapport de police a énuméré un doigt cassé, un ongle déchiré et des marques rouges sur son dos. Il n'était également autorisé qu'à des visites hebdomadaires supervisées avec ses fils. Juste au moment où cela ne pouvait pas empirer, Pamela a fait une accusation publique en 2002 selon laquelle Tommy lui avait donné l'hépatite C. Elle a dit qu'il ne lui avait jamais dit qu'il l'avait. Elle a dit qu'ils avaient partagé des aiguilles à tatouer en se faisant des tatouages assortis, et c'est ainsi qu'elle a été infectée. La maladie aurait pu la tuer. Les médecins lui ont dit qu'elle ne vivrait peut-être que 10 ans de plus. Au début, l'équipe de Tommy l'a nié, mais des années plus tard, en 2015, Pamela a admis que Tommy avait guéri en premier et l'avait poussé à se faire soigner également. Tous les deux ont finalement vaincu la maladie, mais la colère et les poursuites ont continué de s'accumuler. Le film The Dirt n'a rien montré de tout cela. Chunk 9. Pamela n'est pas dans le film. Leurs fils, Brandon et Dylan, sont complètement effacés. Le film a passé sous silence les arrestations, la sextape, les batailles pour la garde et les poursuites judiciaires. Mais ces événements n'étaient pas des histoires secondaires mineures. C'était les plus gros titres concernant Mötley Crüe pendant la majeure partie des années 1990. Plus de gens ont lu des articles sur leur scandale qu'écoutaient leur musique. Le film a transformé Tommy Lee en un fauteur de troubles sauvages mais attachant, en passant sous silence la vérité plus sombre qui a façonné l'histoire du groupe. En coulisses, tout s'effondrait financièrement. Les poursuites judiciaires liées à la sextape à elle seule ont coûté à Tommy plus de 400 000 $. Pour essayer de contrôler les dégâts, ils ont signé un accord avec la même société qui a volé la cassette, pensant que ce ne serait qu'un visionnage unique. Mais au moment où ils ont signé, la cassette a explosé sur Internet et dans les magasins de vidéos partout. Au moment où ils ont poursuivi, la société avait disparu, tout comme l'argent. Tommy ne pouvait pas partir en tournée pendant qu'il purgeait sa peine. Cela signifiait pas de revenus. Pendant ce temps, les factures juridiques de son affaire de violence domestique, de la bataille pour la garde et des poursuites pour violation du droit d'auteur continuaient de croître. Ils ont failli faire faillite. Ils n'avaient aucun moyen d'arrêter l'hémorragie. C'est ce que le monde n'a pas vu. Derrière le maquillage et le feu et les guitares bruyantes, il y avait un groupe qui se débattait pour se relever de l'effondrement. Ils ne se battaient pas seulement contre les labels. Ils se battaient contre les salles d'audience, les maladies, la honte publique et leurs propres démons. Les 10 millions de dollars auxquels ils ont renoncé en 1997 n'étaient pas qu'une opération commerciale. C'était leur dernier pari. Et d'une manière ou d'une autre, contre toute attente, cela les a sauvés. Revenez quelques années en arrière, en 1949, et vous trouverez le Moscow Music Peace Festival. Il était censé parler d'unité, mais il s'est transformé en une véritable trahison. Doc McGhee, qui gérait Mötley Crüe et Bon Jovi en même temps, a enfreint les règles. Tout le monde était d'accord. Pas de pyrotechnie. Chunk 10. Mais pendant le spectacle de Bon Jovi, des feux d'artifice ont explosé dans tout le stade Lénine. McGhee leur avait accordé un traitement spécial tout en refusant à Crüe la seule chose pour laquelle ils étaient célèbres. Tommy Lee a vu tout cela se produire et a perdu la tête. Il a frappé McGhee à la poitrine et lui a dit qu'il était fini, en criant qu'il pouvait aller gérer les Chipmunks. Même Sebastian Bach de Skid Row se souvenait que Tommy avait descendu une bouteille entière de vodka avant d'affronter McGhee. Cette seule nuit a détruit la confiance. Mötley Crüe a refusé de même rentrer chez lui dans le même avion que son manager.
C'était la fin. Mais il y avait une autre figure toujours en arrière-plan, Doug Thaler. De 1942 à 1992, il était le gars qui gardait le groupe hors de prison, loin des poursuites judiciaires et en état de fonctionner. Lorsque Vince Neil a tué le batteur de Hanoi Rocks, Razzle, dans un accident de conduite en état d'ébriété en 1944, Baylor a travaillé en étroite collaboration avec l'avocat Michael Nazatir pour déformer l'histoire. Ils ont dit au tribunal que c'était une réunion d'affaires afin que la compagnie d'assurance couvre les 2,7 millions de dollars en règlement. Grâce à la stratégie de Thaler, Neil n'a eu que 30 jours de prison. Taylor a même témoigné lui-même devant le tribunal. Et pourtant, lorsque Netflix a fait The Dirt, ils l'ont complètement effacé, comme s'il n'avait jamais existé. Doc McGhee avait aussi ses propres secrets. Le 23 décembre 1987, Nikki Sixx a fait une overdose et est littéralement mort pendant 2 minutes. Slash et Robin Crosby étaient là. Sally McLaughlin a essayé de maintenir Sixx en vie avec du bouche à bouche. Les ambulanciers ont dû injecter de l'adrénaline dans sa poitrine pour le ramener. Les gens pensaient qu'il était parti. Vince Neil a même reçu des appels de journalistes demandant des citations nécrologiques, mais Maggie est intervenue et a dit à tout le monde de dire que Nikki avait la grippe. Il a maintenu ce mensonge pendant des années. Ce que The Dirt n'a pas montré, c'est comment Maggie utilisait l'argent du groupe pour financer ses jets privés et son style de vie coûteux. Il a été impliqué dans l'une des plus grandes affaires de trafic de drogue des années 1980. Entre 1942 et 1944, il faisait partie d'une conspiration qui a fait passer en contrebande plus d'1 million de livres de cocaïne et de marijuana aux États-Unis. Il a été pris, a plaidé coupable en 1988 et a écopé d'une peine de prison de 5 ans avec sursis. Dans le cadre de sa punition, il a dû effectuer 3 000 heures de travaux d'intérêt général et a versé 250 000 $ à des causes antidrogue. Le Moscow Peace Festival n'était pas un concert de charité. Il a été ordonné par le tribunal. Chunk 1160. Chunk 11. Et bien qu'il ait évité la prison, Maggie a utilisé ses clients comme des pions tout en drainant secrètement leur argent. Le film a également omis la sombre vérité sur la relation entre Tommy Lee et Heather Locklear. Ils se sont rencontrés en 1945 lors d'un concert de REO Speedwagon. Tommy pensait en fait qu'elle était quelqu'un d'autre lors de leur premier appel. Mais peu de temps après, ils se sont mariés lors d'une immense cérémonie avec 500 invités. Ils portaient même un smoking en cuir blanc. Leur mariage a duré de 1986 à 1995. Mais en coulisses, il y a eu des rapports de violence domestique et des bagarres qui n'ont jamais été intégrés au film. Des années plus tard, les mêmes schémas se sont manifestés dans la relation de Tommy avec Pamela Anderson, conduisant à son arrestation en 1948 et à sa peine de prison pour agression conjugale. Ensuite, il y a l'histoire dont personne ne veut parler. La fille de Vince Neil, Skyler. Elle n'avait que 4 ans lorsqu'elle est décédée d'une tumeur de Wilms le 15 août 1995. Au début, les médecins pensaient qu'il s'agissait d'une appendicite, mais lors de l'opération, ils ont trouvé une énorme tumeur enveloppée autour de ses organes. Elle pesait 6,5 lbs, le même poids qu'à sa naissance. Elle a subi 6 opérations, une chimiothérapie et une radiothérapie, mais rien n'a fonctionné. Vince s'est complètement effondré. Il restait à l'hôpital toute la journée, puis buvait jusqu'à perdre connaissance aux Moon Shadows à Malibu. Le film n'a pas seulement mal indiqué l'année de sa naissance, il a effacé l'agonie causée par sa mort et comment cela a détruit Neil émotionnellement et a brisé le groupe encore plus. Mick Mars traversait également un enfer silencieux. Il souffrait de spondylarthrite ankylosante depuis l'âge de 14 ans, mais au début des années 2000, cela a failli le tuer. Il avait tellement mal qu'il prenait jusqu'à 45 Advil par jour et les mélangeait avec une forte consommation d'alcool et des drogues comme l'Oxycontin et le Vicodin. À un moment donné, il hallucinait des reptiles au pied de son lit.
Nikki Sixx a dû le faire emménager chez lui et le nourrir à la cuillère. En 2013, Mars ne pouvait même plus tourner la tête. La maladie a réduit sa taille de 3 pouces et a tordu sa colonne vertébrale. Mais il n'a jamais utilisé de canne ou de fauteuil roulant. Il a juste continué. Lorsque Tommy Lee a finalement quitté le groupe en 1999, il l'a annoncé en direct à la radio KRQQ en disant qu'il ne pouvait plus en supporter une autre année. Il venait de passer 6 mois en prison pour avoir frappé Pamela Anderson. Chunk 12. Le groupe a rapidement fait venir Randy Castillo du groupe d'Ozzy. Ils n'ont même pas organisé d'audition. Il a enregistré le nouvel album New Tattoo en 2000, qui a ramené le son classique, mais les fans étaient divisés. Juste avant leur tournée avec Megadeth et Anthrax, Castillo s'est effondré dans un club. Les médecins ont trouvé un ulcère et plus tard une tumeur dans sa mâchoire. C'était un cancer. Il s'était battu pendant un certain temps, mais il est revenu. Le 26 mars 2002, il est décédé à 51 ans. C'est à ce moment que Mötley Crüe s'est officiellement mis en pause pour la première fois depuis 1941. La véritable histoire de Mötley Crüe n'est pas ce que vous avez vu dans The Dirt. C'est plus sombre, plus compliqué et rempli de trahisons que la plupart des fans n'ont jamais entendu.